se multiplient, pas plus tard qu'il y a quelques jours, notamment en Estonie. Oui, le 9 juillet, ici, sur le lac Peipus, une immense étendue d'eau au milieu de laquelle passe la frontière entre la Russie à l'est et l'Estonie, pays membre de l'OTAN, à l'ouest. Ce jour-là, pour la première fois, des exercices militaires russes avec des tirs réels sont organisés. Et surtout, ce qui interpelle, c'est que selon les autorités estoniennes, Moscou ne les avait pas prévenus. Le ministre estonien de la Défense le dit lui-même. Ce genre d'exercice ici n'est certainement pas une situation de routine. Alors, aucun incident n'a eu lieu, mais le signal inquiète. Et l'Estonie est loin d'être un cas isolé. Tout le long du flanc est de l'Europe, de la Finlande jusqu'aux pays baltes et à la Pologne, les signes de tension se multiplient. En Finlande, par exemple, regardez, le pays partage 1340 km de frontières avec la Russie. Depuis 2023, tous les postes frontières terrestres sont fermés et le pays a décidé de construire un mur équipé de caméras qui doit s'étendre sur environ 140 km. Et de l'autre côté de la frontière, de nouvelles bases, des installations militaires et des voies ferrées russes sortent de terre. Et ces tensions ne se limitent même plus au flanc est. Cette semaine encore, dans la Manche, ce navire militaire russe a tiré à balles réelles à 70 km des côtes anglaises. La menace est donc avérée, selon certains états-majors européens. Regardez ce qu'affirme le chef des armées suédoises. Pourquoi les Russes attendraient-ils ? D'ici 5 ou 10 ans, l'Europe sera vraiment plus forte. Alors ma réponse est de dire qu'ils n'attendraient pas. Alors concrètement, sous quelle forme cette menace russe se manifeste ? Eh bien, en plus de ces coups de pression, on peut noter les cyberattaques, l'espionnage, les sabotages, les incendies ou encore les drones. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Déstabiliser un adversaire sans aller jusqu'à lui déclarer officiellement la guerre. Un exemple très concret, les caméras de surveillance. Depuis 2022, des hackers liés au renseignement militaire russe sont accusés d'en avoir ciblé des milliers près des frontières, des gares ou des installations militaires. L'objectif, espionner les convois qui acheminent du matériel occidental vers l'Ukraine. La Russie multiplie les actions. De son côté, Moscou rejette ces accusations. Mais à l'Est, on prend cela très au sérieux. En Lettonie, par exemple, la protection est renforcée autour des sites stratégiques, centrales, barrages ou réserves de gaz. Et en Pologne, des milliers de militaires surveillent notamment les voies ferrées. Et cette préparation fait même renaître des symboles de notre histoire en Europe. Oui, les bunkers de la guerre froide. Regardez bien ces images. Nous sommes à Helsinki, en Finlande. Une piscine, des terrains de sport, des jeux pour enfants, en apparence, rien d'un abri anti-atomique. Et pourtant, ces anciens bunkers pourraient un jour retrouver leur fonction première. Dans le quartier de Meriaca, par exemple, ce bunker, dont les portes font 13 tonnes, équipé d'un espace de décontamination, pourrait accueillir 6000 personnes. Et en cas d'alerte, tout doit être prêt en 72 heures. Même logique en Suède, le pays compte environ 64 000 abris qui doivent tous pouvoir être opérationnels en 48 heures. Et sur l'île de Muskö en Suède, cette immense base navale creusée dans la montagne pendant la guerre froide a elle aussi repris du service. Cette fois, plus au nord, en Norvège, d'anciennes bases souterraines sont aussi réactivées, celle de Bardufoss par exemple, qui permet de protéger les avions de chasse F-35 contre les attaques de drones. Tous ces bunkers, construits il y a plus d'un demi-siècle, la population les avait presque oubliés et aujourd'hui, ils reprennent du service. Merci beaucoup Rebecca Blanc-Lelouch. Arnaud Valli, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller politique au commandement maritime de l'OTAN. Pour revenir d'abord sur ces manœuvres russes, tout près de l'Estonie, on est sur un lac visiblement qui partagé, qui fait frontière entre ces deux pays. Est-ce qu'on est là dans l'ordre de la provocation ou ça va bien au-delà ? C'est ce qu'on appelle de la provocation contrôlée. Comme vous l'avez très justement dit, il n'y a pas eu d'accident notable, il n'y a pas eu de roquettes ou de missiles qui sont passés d'un côté particulier de la frontière. Tout ça est une gestion finalement très managée de la part de Moscou, de monter, de faire une sorte de diversion de ces déboires sur le front ukrainien en ce moment, et de faire ce qu'on appelle une escalade horizontale, c'est-à-dire de donner des points de diversion aux pays de l'OTAN, de leur faire, de les mobiliser ailleurs, de leur faire comprendre la menace, et plus Moscou finalement fait ce genre de menace plus ou moins cachée, plus on comprend qu'ils ont des difficultés. C'est pas une nouveauté, j'ai regardé avec un sourire la réouverture de la base de Muskö, parce que j'avais été moi dans le cadre de mes fonctions pour voir vraiment la réouverture de cette base. On voit que tous les pays qui sont frontaliers de la Russie doivent malheureusement s'habituer à ce genre de provocation. Est-ce que ça va aller au-delà ? Les Russes sont quand même pour l'instant assez professionnels dans leur provocation.
Je pense particulièrement à la Finlande, on en parle. On regarde que les provocations vis-à-vis de la Finlande sont finalement très mesurées. Parce que les Russes savent très bien le poids de l'armée finlandaise. Leur quotidien, qui est, je rappelle, c'est un pays de 5,5 millions d'habitants, 220 000 soldats mobilisables en Finlande. C'est le pays avec le plus d'artillerie en Europe après l'Ukraine. Donc les Russes sont finalement mesurés dans leurs escalades. L'Estonie, qui est un pays beaucoup plus petit, au total, avec sa réserve à peu près entre 12 et 14 000 soldats, beaucoup plus facile de provoquer, beaucoup plus facile de susciter des radiations médiatiques. La preuve, nous en parlons aujourd'hui. Mais ça reste une escalade qui est très mesurée, donc finalement ce qu'on appelle une grammaire stratégique qui redevient celle de la guerre froide. Alors, provocation mesurée, je vais quand même vous faire réagir sur ces images qu'on a montrées sur ce plateau hier soir et qui, disons-le, nous ont tous étonnés en Europe, en tout cas ici sur ce plateau, celle de ce navire russe qui a tiré à balles réelles. On était à 70 km des côtes britanniques. Vous disiez à l'instant qu'il n'y avait pas eu d'incident dans ce lac près de l'Estonie. Là non plus visiblement, mais on franchit quand même un cap lorsqu'on tire à balles réelles. Bien sûr, alors la question réelle, c'est dans quelle situation, dans quelle mesure d'avertissement, est-ce que ce sont des tirs sur des personnels militaires humains, il y a plein d'autres choses, et vous voyez même que dans la manière, c'est à 70 km des côtes britanniques. Et au-delà en fait des zones territoriales, c'est dans la zone économique exclusive, mais qui ne serait très difficilement appelable à un article 5, voire même un article 4. Donc encore une fois, ça reste une manière pour les de montrer qu'ils On sont joue présents. sur les lignes rouges. Et quand on parle, évidemment, un sujet que j'ai bien connu de la marine russe, qui est très présente, qui est très active, dans un lieu qui est finalement très loin des caméras, des smartphones, et qui permet d'avoir une provocation montrée d'État à État. Et le fait est que les Anglais aient diffusé et montré qu'il y a des tirs à balles, montre qu'on veut justement montrer que les Russes continuent de nous provoquer de manière régulière. Quand j'étais à Poste, littéralement, les Russes ont encerclé l'Angleterre plein de fois. On avait tout un échange entre les marines de l'OTAN pour pouvoir suivre certains sous-marins ou vecteurs jugés importants. Les Russes continuent encore une fois à avoir cette étendue horizontale de leur provocation pour finalement qu'on pense ils sont partout. Ça reste une grande superpuissance, il faut les écouter parce qu'ils vont nous poser beaucoup de problèmes. Donc évidemment, ça reste pour les yeux du grand public quelque chose d'important, on tire à balles réelles. Qu'est-ce que c'est des balles réelles? Est-ce que c'est du tir d'armes légères, du 5,45? Est-ce que c'est de la 12,7? Est-ce que c'est du 30 mm? Il y a plein de manières en fait d'escalader un conflit pour que la personne en face, les états-majors britanniques pour le cas ou à l'OTAN, comprennent à quel point c'est une escalade ou si c'est vraiment juste un incident. Lucas Manger, lorsque vous avez appris cette nouvelle, et notamment ce navire russe, je rappelle donc, qui a tiré à balles réelles en mer Baltique hier, à 70 km des côtes britanniques, est-ce que vous considérez que c'est de l'escalade mesurée ou on franchit un cap? C'est de l'escalade totalement mesurée, parce que c'est là où justement la Russie fait encore plus peur de cette manière, c'est-à-dire qu'elle sait extrêmement bien ce qu'elle fait et comment alerter des dirigeants politiques et faire peur à des opinions publiques, parce que ça c'est la partie visible, mais je parle sous votre contrôle. On sait aussi que il y a régulièrement des meutes de sous-marins russes qui descendent de l'Arctique vers l'Europe, qui passent extrêmement près, de manière là aussi visible, pas du grand public, mais visible de la lutte anti-sous-marine britannique, française, qui se disent et qui obligent à Brest, à tout le monde à sortir les navires de lutte anti-sous-marine, les avions de reconnaissance, et c'est uniquement pour maintenir cette pression permanente. Ce que ça dit aussi, et la grande différence entre la Scandinavie et les pays baltes et nous, c'est que les pays scandinaves, vous l'avez très bien expliqué avec ces bunkers, la population civile est tout à fait préparée à ça. Nous, on ne l'est pas, honnêtement. Enfin, on commence à l'être un peu plus, mais en Suède, en Finlande, tous les ans, vous recevez une sorte de liste de courses à faire, de préparation civile. Les gens sont beaucoup plus conscients, tout simplement parce que géographiquement, quand vous êtes finlandais, effectivement, les Russes sont juste de l'autre côté. Et avant la guerre en Ukraine, les Russes traversaient la frontière régulièrement pour venir faire des courses, ce genre de choses. Donc, ils sont préparés. Et vous recevez chez vous une liste avec, il faut des piles, il faut des lampes, et pas seulement des lampes qui se rechargent en USB, mais des lampes à piles, une radio à piles, combien il faut d'eau par personne, combien il faut de nourriture. Il y a une sensibilisation qui va de l'échelon évidemment militaire. Les médias occidentaux nécessiteraient de dire que non, la Russie provoque l'Occident ou l'Europe. Mais vous savez, c'est très facile de venir accuser quelqu'un, mais c'est très difficile de donner des preuves dont il parle, dont il avance. Aucun journaliste, entre guillemets, européen ou occidentaux en général, ne peut montrer des preuves. Donc il dit que non, la Russie les provoque. Il dit tout simplement que non, la Russie a essayé ou a lancé quelques missiles dans les eaux britanniques et Finlande. Et pourtant, c'est pas vrai. Si c'était vrai, comme ils disent,
Pourquoi donc ils n'ont pas envoyé des preuves? Parce qu'ils n'ont pas de preuves. C'est juste ça, parce qu'ils ont l'habitude de nous servir des preuves orales. Tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Ils s'assoient dans les cravates, dans les plateaux, en disant que non, voilà ça. Et nous, on va croire ça. Non. Aujourd'hui, la jeunesse sont conscients. Vous ne pouvez plus nous berner. Sauf que ceux qui veulent que non, ils soient bernés. Mais nous autres, non. Une fois de plus, les gars, donnez-moi votre idée en commentaire surtout. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager dans toute la groupe.